j'aurais jamais pensé revenir 10 ans plus tard, 40 ans plus tard, venir faire des conférences ici. Donc c'est un peu troublant dans mon esprit. Par ailleurs, je me vois obligé de chambouler un petit peu à cause des différentes interventions. Il s'en va, le directeur, il a bien raison. Des différentes interventions à cause de certaines choses qui ont été dites. Je vais un petit peu changer l'approche. Ensuite, vous allez avoir donc une projection de Révolutionario, qui est un documentaire que nous avons tourné il y a environ 2 ans. Et ce documentaire consiste en fait à une série d'interviews d'une dizaine de combattants de la révolution cubaine, des gens qui ont été proches de Fidel Castro et de Raúl Castro, des gens qui ont aussi mené la lutte dans les milieux urbains, pas forcément dans la Sierra Maestra, et qui font des réflexions, qui racontent leurs expériences, comment ils sont entrés dans la révolution, pourquoi ils sont entrés dans la révolution, comment ils ont vécu la révolution, et ce qu'ils pensent de la révolution d'aujourd'hui et un peu de la jeunesse, etc. Donc des témoignages qui nous ont paru importants, parce qu'on est un peu trop focalisé, je pense, quand on raconte Cuba sur Fidel et Raúl. Donc il était temps pour nous de donner la parole aussi à ces illustres inconnus qui ont fait la révolution, parce qu'on ne fait pas une révolution à deux, il en faut d'autres, et cela parmi nous. On a l'intention de continuer à le faire, de maximum, pour obtenir un maximum de témoignages. Notre projet est plus vaste, mais là on est confronté à un problème de moyens. C'est d'obtenir donc un maximum de témoignages pour éviter qu'un jour la révolution cubaine soit réécrite par des plumes avec de mauvaises intentions, comme il arrive parfois. Donc parlons de Cuba. Je dois vous faire un aveu. Chaque fois que je fais une conférence sur Cuba, je rêve en fait de faire une conférence sur un pays X, un pays qu'on n'annoncerait pas. Je sais bien que personne ne viendrait, mais admettons. Pourquoi je rêve de faire une conférence sur un pays X? Parce que je dis que j'aurai le public parfait, c'est-à-dire un public qui n'est pas chargé de présomptions, d'idées préconçues, d'images qu'on leur a données, de convictions qui en sont, mais qui sont souvent très éloignées de la vérité. Et en parlant de ce pays X, que je ne nommerai pas, je pourrais vous dérouler comme ça des choses vues, des choses vécues, et la plupart des personnes, je le faisais avec mes amis lorsqu'on dînait à table. Je ne peux plus le faire parce que ça y est, j'ai fait le tour de mes amis et mon patrimoine d'amis n'est pas infini. Donc ça y est, ils ont compris le truc, mais quand je leur faisais ça, je leur disais, mais je connais un pays où, et je disais quelque chose, ils me disaient, c'est intéressant ça, ou je connais un pays où ça se passe comme ça. Ils disaient, ah, ça c'est effectivement, c'est un truc dont on pourrait s'inspirer. Évidemment, une fois que je leur disais c'était Cuba, ils disaient, oh. Donc par rapport à l'intervention de monsieur le directeur, je pense que c'était une excellente introduction dans son classicisme, avec lequel je suis en accord avec, je vais dire, 75%. C'est les 25% qui restent, qui vont faire tomber le bateau. Alors pour commencer, puisque vous savez c'est Cuba, inutile de le cacher, mais prenez quand même une carte du monde. Tracez symboliquement sur cette carte du monde un trait vertical. Ce trait vertical représenterait le conflit entre, allez, soyons vastes, entre ce qu'on appelait avant l'Est et l'Ouest, entre, si vous voulez, le capitalisme et le socialisme, ou entre deux systèmes, le système dominant et tous les systèmes alternatifs. Ensuite, vous tracez un trait horizontal, et ce trait horizontal représenterait, disons, le problématique, le conflit entre pays riches et pays pauvres, ce qu'on appelait, ou ce qu'on dit parfois, le Nord et le Sud. Eh bien, dans mon esprit, à moi, les deux traits se croisent sur l'île des Caraïbes, sur Cuba. Cette île, à lui tout seul, est un concentré de toutes les problématiques qui peuvent balayer la Terre et influencer tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'était véritablement un concentré. Ajoutez à cela une proximité géographique avec les États-Unis, et ajoutez à cela une histoire très lourde, très chargée, passée avec les États-Unis, et vous avez vraiment un élément, un cocktail explosif sur cette île de Cuba qui porte sur elle, malheureusement, tout le poids de l'histoire du monde, en un concentré. Quand je parle de l'histoire très chargée entre les États-Unis et Cuba, je veux dire par là que depuis la naissance des États-Unis, et je dis bien depuis la naissance des États-Unis, c'est mieux comme ça ou pire? Hein, je me suis approché. Depuis la naissance des États-Unis, Cuba, dans l'esprit de tous les présidents américains qui se sont succédés, il faut bien comprendre ça, fait naturellement partie des États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il regarde une carte, il voit $10, il dit comment ça se fait que ça ne fait pas partie des États-Unis, et tout le monde le dit, je ne sais pas. Il dit, il faut qu'on arrange ça, les gars. Et donc, depuis le début,
Cuba est destiné dans l'esprit des États-Unis à faire partie des États-Unis. À tel point que lorsque les États-Unis ont racheté à l'Espagne la Floride, ils voulaient racheter Cuba avec, et que les Espagnols, pour une raison qui nous échappe, en tout cas qui m'échappe à moi, ont dit non, finalement on va garder cette île. Et c'est ensuite une lutte de 150 ans. Alors Cuba, l'histoire de Cuba, c'est d'abord et avant tout, selon moi, je parle des temps modernes et de la perception que vous en avez, la plupart, c'est d'abord une histoire de décontextualisation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous présentait un film en vous cachant la moitié de l'écran. Vous regardez les acteurs évoluer, vous entendez la moitié des dialogues, vous ne comprenez rien au film, ou vous comprenez ce que vous voulez comprendre ou ce que vous avez cru comprendre. La décontextualisation, ça consiste en quoi? Ça consiste en ne jamais aborder, ne jamais mentionner des éléments qui sont pourtant primordiaux et des piliers de la politique cubaine. Je prends souvent comme exemple, imaginez-vous, par exemple, qu'on vous parle de l'histoire de l'Afrique du Sud moderne et que dans l'explication qu'on vous donne, on ne vous mentionne jamais l'apartheid. Alors qu'on soit contre ou qu'on soit pour, le problème c'est qu'on n'en a pas parlé, et c'est pourtant un élément constitutif. On ne peut pas faire abstraction de l'apartheid si on parle de l'Afrique du Sud moderne. On ne peut pas parler d'Israël si on ne parle pas du sionisme. Ça n'a pas de sens. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit hystérique sur cette question relativement trop, peu importe. Le fait même de ne pas le mentionner, à mon avis, rend caduc tout discours par rapport au sujet. Eh bien, sur Cuba, nous avons plusieurs éléments qui sont systématiquement évacués. Et Monsieur le Président est sorti, c'est dommage. Alors, vous aimez les expériences, on va faire par exemple, moi, on va faire une expérience. Prenez un pays du tiers-monde, n'importe lequel, d'environ 11 millions d'habitants, n'importe lequel, celui qui vous plaît, peu importe son régime, peu importe la population. Ce pays, vous allez le découper selon les frontières, le soulever délicatement, attention, laissez personne, et poser ce pays exactement à 150 km de la France. Vous voyez? Bien. Et maintenant, demandez à l'Assemblée nationale française d'adopter une loi qui dit la chose suivante. Tout ressortissant de ce pays, que nous n'avons pas mentionné, qui poserait le pied en France, se verra automatiquement accorder une carte de séjour, un salaire minimum et une protection sociale, de par la loi, et automatiquement, pays du tiers-monde, à côté d'un pays outrageusement riche. Faites un pas en arrière et observez le résultat. Alors, quand on me parle de balseros, des gens qui se jettent à la mer, je leur dis la loi américaine Cuban Adjustment Act de 1964, qui est exactement ce que je viens de vous raconter. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit du socialisme, du communisme ou de quoi que ce soit, parce que je suppose, bon, il se trouve que par opportunisme dans vos têtes, j'ai parlé de 11 millions, vous avez peut-être imaginé la Tunisie, que vous avez découpé, posé au large de la France, que vous auriez pu prendre, soyons honnêtes, n'importe quel pays pauvre. Donc pourquoi transformer ça d'un seul coup en une problématique politique? Et pourtant, dans les médias, vous pourrez beau vous acharner, vous aurez beau essayer de comprendre, vous aurez beau écouter, je ne sais pas combien de fois vous avez entendu parler du Cuban Adjustment Act, qui est pourtant un des piliers de la politique américaine contre Cuba. Et ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a des programmes, par exemple, qui sont destinés spécifiquement à j'allais dire corrompre, oui. Je ne leur en veux pas, donc le terme m'embête, mais corrompre les médecins cubains à l'étranger en les achetant pour faire en sorte qu'ils ne rentrent pas à Cuba. Alors, pour être honnête, c'est une mesure que Obama, avant de partir, a levée officiellement. Je ne sais pas officieusement ce qui se passe, parce qu'entre les paroles et les actes, mais à titre personnel, j'ai des amis très proches cubains qui étaient, par exemple, en Namibie, je cherche le nom, et qui littéralement, dans la file d'attente de l'avion qui leur amenait chez lui pendant les vacances, il y a 2 hommes en costume qui l'ont abordé, qui lui ont donné une enveloppe précisant qu'il y avait $10 000 dedans, et un billet pour Washington. Et s'il faisait un pas de côté pour prendre la file d'attente pour Washington ou New York, il pouvait partir et qu'il s'arrangerait, c'était les gens de l'ambassade des États-Unis, pour faire venir sa famille. Donc c'est un programme qui est appliqué, qui tente de provoquer une fuite des cerveaux. Alors ça concerne, il y a les sportifs qui sont visés, il y a un programme spécifique pour les sportifs, il y a un programme spécifique pour les médecins, et il y a même un programme spécifique pour les diplomates. Alors, pour les sportifs, par exemple, lorsqu'un sportif qui
qui gagne à l'époque environ 20 $ par mois, un champion de baseball, signe un contrat pour un club new-yorkais pour 1 million $, on dit qu'il fait défection. Si c'est un Français qui l'avait fait, on aurait dit qu'il allait changer de club. C'est aussi ça le poids des mots et l'importance du discours et aussi de la décontextualisation. Pour revenir à la décontextualisation, lorsqu'on parle d'acheter des médecins cubains, il faut resituer les choses dans leur contexte économique. Je vais y revenir tout à l'heure. Autre élément de décontextualisation dont personne ne parle, on vous a tous... Alors la dernière fois qu'un journaliste m'a appelé pour poser la question sur ce sujet, je l'ai copieusement engueulé. On vous parle souvent des tentatives d'assassinat contre Fidel Castro. Alors les chiffres, on parle de 600... Personnellement, je pense que c'est un peu exagéré. On confond généralement tentative avec un plan concocté dans une cuisine de la CIA. Mais n'empêche. Alors j'ai une question à poser à vous tous. Est-ce qu'il est probable que l'on tente d'assassiner simplement 600 fois le dirigeant d'un pays sans exercer aucune autre forme de violence à l'encontre du pays? Non. La réponse est non. En fait, la réalité et la décontextualisation suivante, dont je vais vous parler rapidement, c'est le terrorisme qui a été imposé à Cuba. Il se trouve que Cuba est probablement le pays au monde qui a souffert le plus des attaques terroristes. Leur nombre, depuis la Révolution, s'élève à 3000. 3000 attentats terroristes. Et certaines sont des méga attentats. On parle de magasins, de quartiers entiers qui ont été brûlés, des champs de sucre qui ont été incendiés, d'un bateau qui a été explosé dans le port de La Havane avec des centaines de morts, etc. etc. Ça peut aller des mitraillages de pêcheurs qui étaient en train de tranquillement pêcher au bord de la mer, ça peut être des attaques contre les bateaux de pêcheurs au large, ça peut être des assassinats de diplomates comme c'est arrivé à Porto Rico et aux États-Unis. Alors, question, imaginez, pensez à quoi ressemblerait la Tunisie, par exemple, au bout de 3000 attentats. Si on devait rapporter ça à la population, et si je devais faire cette conférence en France, je leur dirais à quoi ressemblerait la France au bout de 20 000 attentats. On a déjà vu ce que ça donnait au bout de 3, j'ose même pas imaginer ce que nous serions au bout de 20 000. Alors, lorsqu'on me parle d'une société de surveillance et de contrôle, je leur dis, écoutez, franchement, en lieu de guerre de circonstances, nous avons affaire à une douce anarchie bucolique en comparaison de ce qui se serait passé ici. Donc, Cuba est un modèle de sang-froid par rapport à ce genre d'événements et par rapport à l'agressivité dont font preuve des forces infiniment supérieures et à l'impunité totale. Donc, nous avons le Cuban Adjustment Act, des lois spécifiquement destinées à provoquer un fuite de cerveau. Nous avons le terrorisme dont les grands médias ne parlent absolument jamais, alors que nous sommes en plein dans le délire ou dans le combat antiterroriste, comme vous voulez. Curieusement, lorsqu'il s'agit du terrorisme contre Cuba, celui-ci n'est jamais mentionné. Je suis en train de me demander si je me fais bien, si je suis en train de bien... Je suis en train de me troubler tout seul avec le micro, parce que j'ai l'impression parfois que ma voix passe, parfois elle passe pas. Dites-moi si c'est mieux ou pas. Et enfin, la dernière question de décontextualisation, c'est le blocus. Alors, en moyenne, on va dire que dans les reportages à la télévision, à la radio, la moitié oublie d'en parler. Bah tiens. Et l'autre moitié, ils en parlent, mais font que mentionner au passage. Ma question classique est, qui ici a la moindre idée en quoi consiste le blocus? Ah, je connais le débat qui consiste à dire oui, mais le blocus c'est juste une justification des frères Castro pour justifier les difficultés économiques. Ah ouais? Donc, à contrario, si vous dites que le blocus justifie les difficultés, à contrario, explique-moi ce qu'il ne justifie pas. Ou ce qu'il justifie. En fait, vous n'en savez rien, les journalistes non plus, pour la simple raison qu'ils n'ont aucune idée en quoi consiste le blocus. Et à partir de là, je prétends que caduque toute prétention à réduire le blocus à un simple embargo et conflit intra-américano-cubain, pour plusieurs raisons. Un tout petit peu d'histoire, très court. Le blocus d'abord démarre tout de suite, au lendemain de la révolution cubaine. Sinon, par la loi, au moins
de facto. Pourquoi? L'économie cubaine jusqu'à la Révolution était entièrement tournée vers les États-Unis, à tel point qu'à La Havane, la capitale par exemple, sachez qu'il n'y avait même pas un seul entrepôt de stockage. Pourquoi faire un entrepôt de stockage? Puisque les magasins, les pharmacies s'alimentaient, s'approvisionnaient par un simple coup de fil à Miami, et les navettes, qui faisaient 4, 5, 6, 8 fois le trajet par jour, venaient apporter le tube de dentifrice que vous avez commandé, qui est pour alimenter les rayons. Il n'y avait donc pas d'entrepôt à La Havane au lendemain de la Révolution cubaine. Donc, au lendemain de la Révolution cubaine, lorsque les navettes se sont arrêtées, pendant quelques jours, les magasins étaient approvisionnés, mais peu à peu, les gens ont constaté qu'ils commençaient à disparaître leurs dentifrices préférés, les pièces de rechange pour leur montre, etc., etc., parce qu'on a découvert, si je puis dire, on a découvert aussi que toute l'économie cubaine était en fait basée sur à peu près un seul produit, le sucre. Et le sucre dont le prix de vente, d'ailleurs, était décidé par, devinez qui, le Congrès américain. Donc, vous voilà en train de faire une révolution à 150 km d'un pays qui vous tient toute l'économie entre les mains, y compris votre seule exportation, et qui d'un seul coup rompt toutes ses relations diplomatiques et commerciales avec vous. D'abord, 1959, ce n'est pas d'abord une révolution pour moi, c'est d'abord la fin du colonialisme, l'aboutissement de 150 ans de lutte. Retenez bien ce chiffre de 150 ans, parce qu'il y en a encore ici qui croient, et notamment dans les médias, que les révolutions se font comme ça, avec un peu de couleur et en quelques semaines. Non, les révolutions, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de maturation, ça prend beaucoup de martyrs, ça prend beaucoup de maturité politique, d'engagement et de perception et de vision historique avant d'y arriver. Les soubresauts que l'on qualifie de révolution dans différents pays, je ne vise, je vous jure personne, doivent être requalifiés pour ce qu'ils sont. Donc ici, nous avons affaire d'abord à la victoire de la décolonisation. La révolution cubaine ne commencera en fait et en réalité que quelques mois plus tard, et j'allais presque dire grâce à nos amis les Américains. Alors vous savez que bon, le Cuba rentre dans le Comecon, est aidé par l'Union soviétique, qui sauve un peu la mise, mais néanmoins 1959 sera à la fois un choc politique, mais aussi une catastrophe économique. Une véritable catastrophe économique. Donc Cuba va se relever grâce à l'aide de l'Union soviétique, bien sûr, et à son intégration dans le Comecon. Je vais faire un saut tout de suite directement jusqu'en 1989, où, à cette date-là, Cuba avait le plus haut niveau de vie de toute l'Amérique latine. C'est-à-dire, c'était, on va dire, oui, peut-être, une sorte de paradis socialiste, si vous voulez. Vous connaissez ce qui s'est passé en 1989, la chute de l'Union soviétique, l'effondrement du Comecon, et l'annonce par Fidel Castro lui-même, qui avait vu venir les choses de loin, mais pas la population cubaine, d'une catastrophe économique, une nouvelle catastrophe économique, à peine 59-89, 30 ans plus tard. Deuxième catastrophe économique. Alors cette catastrophe économique qui va frapper Cuba, je vais la résumer à deux chiffres. Premier chiffre, Cuba perd 80% de ses échanges commerciaux en 6 mois. 80%. Le produit intérieur brut de Cuba chute de 30%. Ah ouais, mais Victor, on n'est pas des économistes, on ne sait pas ce que ça veut dire 30%. Je sais. Donc, je vous ai préparé une comparaison. Qu'est-ce que c'est qu'une chute du PIB de 30%? Bon. Le produit intérieur brut d'un pays, lorsqu'il progresse de 5%, wow, c'est l'opulence. C'est plus de chômage, tout le monde est heureux, tout le monde a du travail, tout le monde est bien payé. Lorsqu'il avance de 2%, 40. Je sais pas trop, le chômage il se stabilise, ça s'améliore pas mais ça s'empire pas. En dessous de 2%, c'est déjà la crise. À 0%, ça commence à chauffer. À moins 1%, vous êtes dans la récession. À moins 5%, c'est déjà la cata. À moins 30%, c'est l'équivalent d'une guerre. En l'espace de 6 mois, une guerre qui a ravagé le pays économiquement. Voilà ce qu'a connu Cuba en temps de paix. La démolition pure et simple pour la deuxième fois de son économie en 30 ans après la première. Donc on est en train de parler bien d'un pays qui était à l'état de l'agonie. Il faut avoir connu La Havane dans les années 90, une ville de 1,5 million d'habitants, où pas une seule lumière n'était éclairée la nuit, où les coupures d'électricité étaient quasiment totales. On pouvait littéralement se coucher au milieu d'une avenue principale et se réveiller le lendemain matin intact parce qu'il n'y avait plus de voitures qui roulaient, on n'entendait plus que les chiens aboyaient la nuit et encore
les chiens un par un finissaient d'arrêter d'aboyer pour des raisons que je ne vous révélerai pas ici. Donc Cuba a connu une véritable crise profonde et très très grave. Nous sommes en train de parler de la période spéciale 1990. Première curiosité, et j'y étais, qu'est-ce qu'à Cuba a décidé comme première mesure pour combattre la période spéciale, pour survivre de la période spéciale? Très curieusement, une des premières mesures que Cuba a prises, c'était d'augmenter le budget de l'éducation. Incroyable. Je dis, tiens, si ça avait été une dictature militaire, moi je vois plutôt une augmentation du budget de l'armée histoire de contrôler la population. Eh bien, à Cuba, il se passe deux choses en fait, deux mouvements un peu contradictoires, si je puis dire, par rapport à l'image populaire. Première mesure, l'armée est priée de se débrouiller tout seul, parce qu'on n'a plus les moyens de vous financer, les gars. Et donc, on a assisté à des images assez bizarres, étranges en tout cas, touchants même, selon la façon de le voir, de soldats en train de piner, bêcher les terrains à l'école pour se faire pousser de la nourriture. Donc, l'armée a été priée de se débrouiller. Deuxième annonce particulière, on décide de ramener le nombre d'élèves par classe, qui était à l'époque en moyenne de 25-27, à 21-22. Et on construit une demi-douzaine d'universités et d'écoles, en pleine crise profonde, noire, économique. Incroyable mesure qui s'est révélée être, en fait, encore une fois, je crois, un trait de génie. Alors, je ne vais pas expliquer ici quel était le raisonnement, ça m'entraînerait un peu trop loin. D'autres choses dont je voulais parler, on peut en revenir ensuite si vous voulez. Donc voilà la première réaction de Cuba en période spéciale et la deuxième catastrophe. Le blocus économique qui était stable au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains ne voyaient toujours rien venir parce que, rappelez-vous que les Américains ne rêvent qu'une seule chose, c'est que Cuba finisse par tomber dans l'escarcelle, ce qui est l'expression qui avait été utilisée d'ailleurs par un président américain. Donc ils introduisent une nouvelle loi, un renforcement du blocus par une loi en 1992 qui s'appelle la loi Torricelli. Cette loi est relativement courte, il y a une demi-douzaine d'articles. La principale dit la chose suivante. Tout bateau qui accoste à Cuba n'a plus le droit d'accoster dans un port américain. Pendant 6 mois. Ça a l'air anodin comme ça, et mine de rien, Cuba étant un tout petit marché, les transporteurs qui traversent l'Atlantique pour accoster un port cubain et qui ne peuvent plus accoster un port américain, vous savez quoi? Généralement, ils déclinent l'offre et Cuba se retrouve à devoir payer 3, 4, 5 fois le prix du transport avec des transporteurs qui, 1, exercent un peu de chantage au passage, 2, font payer le prix cher d'avoir pris des risques parce qu'ils peuvent courir des risques de rétorsion par les autorités américaines. Et même, j'ai vu à la Havane des bateaux qui venaient d'accoster, dont on repeignait soigneusement l'immatriculation et le nom, parce que le bateau allait repartir avec une nouvelle immatriculation. Donc toute une économie, j'allais dire, qui est un peu organisée sur la fuite de sa surveillance américaine et d'essayer de contourner, je pourrais vous parler des hôpitaux et de la livraison de matériel qui vous arracherait les larmes si je devais m'étendre là-dessus. Probablement. Et bien Cuba n'est toujours pas tombé. Et les Américains qui attendaient patiemment en tambourant les doigts sur leur bureau à la Maison Blanche, alors ça vient, toujours pas. Ah, bon, on va faire autre chose maintenant. Et c'est là qu'ils sortent une loi, qui est la loi Helms-Burton, 1996. À mon avis, si vous vous intéressez aux relations internationales et si vous vous intéressez au droit international et à la politique internationale, et si vous ne connaissez rien à Helms-Burton, vous avez vraiment fait l'impasse sur quelque chose d'important. La loi Helms-Burton, c'est le concentré de toute la mentalité impérialiste américaine qu'on puisse imaginer. La loi Helms-Burton a été rédigée par les deux noms, illustres noms de son nom, qui n'est pas le nom officiel, le sénateur Jesse Helms et Burton, qui est un peu anachronique là-dedans. Jesse Helms est un personnage important dans cette affaire. Jesse Helms était le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, c'est le deuxième organisme le plus puissant des États-Unis en matière de politique étrangère, juste derrière le président des États-Unis. Jesse Helms, c'est quelqu'un qui se vantait de ne pas avoir de passeport, qui traitait l'ONU d'un trou à rats, et qui se faisait élire avec, dans le Caroline du Sud du Nord, je me souviens plus, avec les lois du Ku Klux Klan. Donc aujourd'hui, ceux qui s'affolent de voir le président Trump être élu avec les lois du Ku Klux Klan
faudrait un petit peu de temps en temps réviser leur histoire, parce que le numéro 2 du pouvoir était zénien pendant des années, lui aussi était élu avec le vote du plus du et ça n'a jamais posé de problème. Alors la loi Helms-Burton, qui à l'origine s'appelait la loi Bacardi. Pourquoi Bacardi? Parce que c'est les avocats de la société de Rome Bacardi qui l'avaient inspiré, a une particularité qui est marquante pour les années à venir dans les relations internationales. D'abord, tous ceux qui ont promu la loi Bacardi, tous ceux qui ont pondu la loi Bacardi, ceux qui ont signé la loi Bacardi qui a été adoptée sous Clinton, sont des gens que nous allons voir plus tard sur le scène international, une catégorie de politiciens américains qu'on appellera plus tard les néoconservateurs, si ce terme vous dit quelque chose. C'est-à-dire tous les salopards qui ont mis la planète à feu et à sang, eh bien, ils ont fait leur temps avec la loi Helms-Burton et sur Cuba. C'est-à-dire que les prémices de ce qu'ils avaient dans la tête est dans la loi Helms-Burton. J'ose dire ici, et je le dis à chaque fois et sans prétention, que la loi Helms-Burton est une loi qui prévoit l'iraquisation de la société cubaine. C'est-à-dire que le plan qu'ils n'ont pas réussi avec Cuba, ils l'ont appliqué des années plus tard en allant en Irak faire leur saloperie. Mais ils étaient tous là, et c'est tous les noms connus, John Negroponte, Scott Abrams, tous ces gens-là, Bolton, etc., qu'on verra plus tard arriver au pouvoir aux États-Unis dans le sillage de Bush, et appliquer leur politique à l'échelle internationale. Donc le point d'orgue et le point de départ, et le premier point d'application, c'est la loi Helms-Burton. La loi Helms-Burton présente plusieurs particularités. D'abord, c'est la première loi, à ma connaissance, qui stipule les conditions, une loi. Mon vocabulaire est précis, ce n'est pas un plan secret de la CIA, ce n'est pas un projet du président, c'est une loi américaine votée par le Congrès, qui s'applique donc en toutes circonstances et en tout lieu. Et c'est une loi qui, en fait, ne concerne pas le pays dans lequel la loi a été votée, mais qui concerne un autre pays, jamais vu de l'histoire du monde, à mon avis. Donc cette loi dit précisément ce que Cuba doit être, et comment elle doit être. Elle exige, par exemple, premièrement, la rupture des relations diplomatiques avec Cuba de tous les anciens pays de l'Est, les satellisés du truc, en échange d'une aide économique. Imaginez l'importance pour les États-Unis que constitue Cuba lorsqu'ils font voter une loi qui dit que aux anciens pays de l'Est, Tchécoslovaquie, Hongrie, pour que l'on vous aide économiquement et que vous rentriez dans l'OTAN, par exemple, eh bien, il faut d'abord que vous rompiez vos relations économiques et diplomatiques avec Cuba. Condition sine qua non. Deuxième chose, la loi Helms-Burton instaure l'extraterritorialité. Bon, difficile à prononcer, mais à France, j'y arrive maintenant. L'extraterritorialité, il fallait l'arrêter ça. Consiste en quoi? Consiste à dire, c'est la chose suivante. Cette loi que j'ai votée dans mon pays, qui concerne ce pays-là, à 150 km, et bien vous savez quoi? Ça s'applique à tout le monde. Comment ça à tout le monde? Ah ouais, tout le monde. Mais c'est une loi américaine, je m'en fous, ça s'applique à tout le monde. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ah. Sur le plan juridique, évidemment, ça ne veut rien dire. Cette loi est complètement creuse du point de vue purement juridique sur le plan international. Mais essayez donc de faire affaire, essayez donc de vendre un boulon ou une machine-outil à Cuba, et regardez les Américains arriver en disant « Vous faites quoi là ?»« Ah bah, je vends un appareil, mais dans cet appareil, il y a des trucs américains, non ?» Bah, peut-être, je sais pas. Ah, sûrement, c'est difficile. C'est difficile qu'il n'y ait même pas un boulon qui ne soit pas américain ou d'origine américaine ou une portion américaine dedans. Déjà, vous avez péché. Deuxièmement, vous le vendez à qui? Bah, je ne sais pas, à l'hôpital. Ah, c'est un hôpital public, donc ça appartient à l'État, donc c'est communiste. Ah, donc, deuxième. Et troisième chose, si vous ne pouvez pas payer l'amende, parce qu'on va vous imposer une amende, vous pourriez leur dire, allez vous faire voir, moi je... Eh bien, ils vont vous en prendre, ils vont s'en prendre à vos filiales aux États-Unis. Ou ils vont attendre que vous fassiez un transfert d'argent et l'attraper au passage dans les réseaux monétaires internationaux qu'il est quasiment impossible d'éviter d'une façon ou d'une autre si vous voulez commercer au niveau international. Donc, ce blocus, que les Cubains appellent blocus et que les Américains appellent uniquement un embargo, existe. Il est réel, il est cruel, il est efficace. Ce n'est pas
un justificatif du pouvoir cubain. D'ailleurs, les Cubains eux-mêmes disent de façon ironique, si c'était simplement un justificatif, pourquoi vous ne le levez pas pendant 6 mois, juste pour voir